Si vous arrivez à l'instant, soyez les bienvenus. Il est 13h, c'est l'heure du grand direct. Éric Lefebvre, bonjour. Bonjour Yasser, bonjour à tous. 10 mai 2001, 10 mai 2021, la loi Taubira fête ses 20 ans aujourd'hui. Un anniversaire marqué par deux rendez-vous. La célébration de la journée de commémoration des abolitions en présence du président de la République. Et puis un procès, celui de Franco Lolia, poursuivi pour avoir tagué la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale. Point complet dans ce grand direct et une invitée, la présidente du MIR Guadeloupe, pour évoquer la question très sensible des réparations. Sur la première justice encore avec, en ce 10 mai, jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage, on va y revenir dans un instant, un procès qui a pris forcément une dimension symbolique toute particulière. À Paris, le Guadeloupéen Franco Lolia est poursuivi pour avoir tagué négrophobie d'État sur la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale et il était donc aujourd'hui face à ses juges. Bonjour Serge Massot. Bonjour. Le 23 juin de l'année dernière, c'est la date à laquelle Franco Lolia avait donc inscrit négrophobie sur la statue de Colbert. Son procès devait se tenir le 18 janvier, mais l'audience avait été repoussée à aujourd'hui, 10 mai, une date ultra symbolique pour un procès que les avocats de Franco Lolia ont transformé en tribune politique. On a fait plus le procès de Colbert aujourd'hui, Serge Massot. Ouais, pourtant, il ne s'agissait que d'un banal procès pour dégradation d'un bien public, un simple gribouillage, comme l'ont dit les avocats de Franco Lolia. Franco Lolia qui avait écrit, vous l'avez dit, sur la statue de Colbert, négrophobie d'État, mais de cela, il ne devait pas être question aujourd'hui. Il ne s'agissait que de juger une dégradation matérielle, une dégradation légère, a même précisé le procureur, qui n'a rien coûté à l'Assemblée nationale, puisque c'est la mairie de Paris qui a tout nettoyé dès le lendemain. Au contraire, les avocats de la défense ont voulu aller sur le fond et évoquer ces traces du passé esclavagiste, comme cette statue de Colbert, assimilée par les avocats à une injure raciale. Maître Florentin a défendu un geste politique pour résister à l'oppression dans le sillage de Louis Delgrès en 1802. Maître Germani a mis les pieds dans le plat en affirmant « Nous avons un adversaire, l'État, qui est un criminel contre l'humanité » et d'évoquer Christophe Colomb pour marquer les esprits. Maître Germani qui ajoute que lorsqu'il est arrivé à Paris, lui n'a pas changé le nom des habitants et ne les a ni violés ni exterminés. Les avocats ont comparé Franco Lolia à un lanceur d'alerte, comme ces jeunes qui décrochent les portraits du président de la République pour protester contre son inaction, pour protéger l'environnement. Au final, le procureur a demandé 800 € de dédommagement. Le délibéré sera rendu le 28 juin prochain. Mais les avocats ont déjà exprimé leur satisfaction d'avoir pu mettre la France face à son histoire le temps d'un procès. Merci Serge Massot en direct depuis Paris. Il y a 20 ans, jour pour jour, donc le 10 mai 2001, la loi déclarant la traite et l'esclavage crime contre l'humanité était adoptée par le Parlement français. La France était alors le premier pays à signer cette reconnaissance portée par Christiane Taubira, alors députée de la Guyane. Comme il est désormais de tradition depuis 15 ans, une commémoration nationale célébrant la mémoire des abolitions et cette année, le vingtenaire de la loi Taubira a donc eu lieu tout à l'heure dans les jardins du Luxembourg en présence du chef de l'État. Emmanuel Macron, le président de la République, était accompagné de plusieurs ministres. Gérald Darmanin, l'Intérieur, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, Jean-Michel Blanquer, l'Éducation, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, et Elisabeth Moreno, en charge de la diversité. Mais pas de public cette année, Covid oblige. C'était la 3e fois de son quinquennat qu'Emmanuel Macron commémorait cette journée, mais cette fois, il n'a pas pris la parole, au regret de beaucoup de participants, à commencer par Christiane Taubira, qui depuis la Guyane s'en est publiquement offusquée. Concernant le silence du président de la République, alors un silence peut être solennel. Ceci étant, il est quand même édifiant de constater que le président de la République n'a rien trouvé à dire sur plus de deux siècles de l'histoire de la France, alors qu'il y a 5 jours, il faisait des gammes sur Napoléon Bonaparte. Donc on a le droit d'avoir les fascinations qu'on veut. Ceci étant, même lorsqu'on a le culte des héros, c'est une époque qui ne manque pas de figures héroïques. Et à cette époque même de l'empereur Bonaparte, pour ma part, je choisis et je préfère le général Toussaint Louverture, la capitaine Sani de Belair, le colonel Louis Delgrès, Solitude, Marie-Rose Toto, les chefs Pompée, Bonny, parce qu'ils se sont battus contre le rétablissement de l'esclavage et contre l'esclavage, et qu'ils y ont perdu leur vie.
Parce que cette histoire, ça n'est pas une histoire de poésie à 4 sous, avec des rimes sur l'Empire est le pire ou l'Empereur est le meilleur. C'est une histoire de vie et de mort, c'est une histoire de sang et de canon, c'est une histoire de plantation, de fortune, de commerce, de château, c'est une histoire d'humanité. Mais effectivement, on peut ne rien avoir à dire sur cette histoire. Christiane Taubira, la loi qui porte son nom, la loi Taubira, avait pour finalité les réparations. Mais comment réparer un crime contre l'humanité? Pour le généticien Serge Romana, qui a longtemps milité pour la reconnaissance des victimes de l'esclavage avec l'association CM98, la question est loin d'être réglée. Il répond à Cécile Baquet. C'est toujours compliqué d'avoir comme acte de naissance un crime contre l'humanité. Et à l'époque, on se disait, est-ce que nous comprenons très bien ce que ça veut dire naître dans un crime contre l'humanité? Et je pense que cette réflexion n'a pas encore été menée jusqu'au bout. Donc c'est une bonne chose, mais c'est souvent vécu aujourd'hui comme un outil politique. C'est-à-dire, les puissances occidentales ont mis les Africains et les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, les Réunionnais en esclavage. Et d'une certaine façon, elles doivent payer. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'est-ce que ça veut dire un groupe humain dont la naissance est cela, un crime contre l'humanité. Une équipe de chercheurs du CNRS a mis en ligne vendredi, il y a quelques jours, 3 jours, une base de données permettant de révéler le nom et les sommes perçues par les quelques 10 000 propriétaires d'esclaves bénéficiaires des indemnisations décidées par la Deuxième République à la suite de l'abolition de 1848. Des informations qui permettent de mieux comprendre la société esclavagiste de l'époque et de retracer l'origine d'investissements qui ont donné naissance à des dynasties entrepreneuriales ou à des entreprises qui existent encore aujourd'hui. Et qui confirme également que parmi ces 10 000 propriétaires d'esclaves qui ont reçu, à partir de 1849, des indemnités à hauteur de 126 millions de francs or, certains étaient, je cite, des personnes libres de couleur. C'est l'équipe de Myriam Kotias, professeure d'histoire à l'Université des Antilles, directrice de recherche au CNRS, coordinatrice du programme de l'Agence nationale de recherche, réparation, compensation et indemnité, et également ancienne présidente du Comité national pour la mémoire de l'esclavage, qui a mené ces travaux. Bonjour Marie-Guadeloupe. Bien bonjour toute la Guadeloupe, bien bonjour. Merci d'être avec nous dans ce grand direct. Vous êtes la présidente du MIR Guadeloupe, Mouvement international pour les réparations. Sur cette question des réparations, Marie-Guadeloupe, la France demeure extrêmement frileuse. Alors, le gouvernement français, c'est un stratège, c'est un fin stratège. Alors, comme pour le dossier du chlordécone, il veut, dans le dossier des réparations, se décharger de toute responsabilité. Alors, c'est pour ça que nous, au sein du MIR, on dit que c'est les réparations et toutes les réparations. La France, je le disais, qui est frileuse, alors que le débat et la question avancent. On en parlait ce matin avec Fabrice Fanfan. Ça avance dans la Caraïbe avec une commission chargée de la question au sein de la CARICOM. Ça avance aux États-Unis et en France beaucoup moins. Oui, parce que, comme je disais, il faut qu'ils mettent des stratégies pour pouvoir tout simplement comment je vais dire, ils n'ont pas envie d'avoir à charge leurs responsabilités vis-à-vis de la mise en servitude du peuple africain. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore mener des enquêtes, etc. de choses et nous emmener à nous tourner vers des gens qui ne sont pas du tout responsables de cette situation qu'ils ont eux-mêmes créée. Donc, ils vont faire des consultations, ils vont faire tout type de choses pour être totalement déchargés. Et nous, on va se retrouver face à des individus, que ce soit les propriétaires, ceux qui ont acheté, ou encore les mobilisés, ceux qui ont transporté. Bon, c'est pour nous une vue simpliste, parce qu'il faut rappeler que ceux qui ont mis en place le marché des esclaves, ou des Africains déportés et mis en servitude, mis en esclavage, c'est le gouvernement français. Donc, il y a beaucoup à dire. Et il y a quelques instants, vous étiez en train de dire dans vos propos qu'au niveau des indemnités, il y a certaines personnes qui ont eu droit aux indemnités. La question elle est simple. Il nous faut nous poser la question qu'on s'est toujours posée en Guadeloupe, de par l'histoire. À chaque fois qu'il a fallu parler des afro-descendants dans la question des réparations,
on nous a toujours emmenés à voir l'histoire de façon revisitée. D'accord? Alors, il y a un respect qu'il faut avoir vis-à-vis du peuple afrodescendant. Tout simplement, déjà, on voit comment Mme Taubira vient de réagir. On a vu comment M. Macron a réagi il y a quelque temps pour pouvoir commémorer Napoléon, ce bourreau de nos ancêtres qui est devenu leur héros en France. On revisite l'histoire à chaque fois qu'il s'agit de parler de réparation et qu'il s'agit de parler des afrodescendants ou des Africains déportés et réduits en esclavage. Marie Guadeloupe, le droit, et ce sera ma dernière question, le droit à la loi, c'est la résultante d'un rapport de force, d'un rapport de force politique entre les différentes composantes d'une société. Qu'est-ce qu'il faudrait pour modifier le rapport de force et qu'enfin on ouvre la voie à des réparations? Il faudra également, bien sûr, réfléchir aux formes que ces réparations pourraient prendre, mais il y a déjà des pistes qui sont ouvertes. Alors, le droit de réparation, c'est déjà dire que tout crime doit être réparé. C'est pas nous qui l'avons inventé. Ils ont reconnu l'esclavage crime contre l'humanité. Aujourd'hui, on commémore quelqu'un qui commet un crime, c'est un criminel. Aujourd'hui, on commémore un criminel. Donc, on se pose la question où est le droit. Et ça revient à chaque fois de poser la même question, c'est quelle est la place de l'afrodescendant, de l'Africain déporté réduit en esclavage, quelle est sa considération. Et de par l'histoire, on a pris ce peuple africain, on l'a mis en qualité d'outil. Aujourd'hui, on a envie qu'il soit simplement l'observateur de son histoire, parce que la loi, elle est claire, nette et précise pour tous les autres peuples du monde, et on ira simplement honneur à eux, aux Juifs qui ont fait respecter ce crime qui a été commis contre eux. Eh bien, le droit a dit qu'ils ont droit aux réparations et tous les États du monde, tous les États concernés, se sont mis en application vis-à-vis du droit. Tandis que chez nous, particulièrement en France, qu'est-ce qui se passe? Une fois de plus, le crime a été reconnu, mais il n'y a pas de criminel. Donc, il faut que le peuple afrodescendant prenne à bras le corps son histoire et cette revendication des réparations. Il faut savoir, tellement que l'histoire est réécrite, on voit qu'on nous parle de 30% d'hommes de couleur ou d'Africains qui ont été indemnisés pendant cette période esclavagiste. Ce qu'on oublie de dire, que c'était une stratégie qui avait été mise en place par ces 30% qui ont bénéficié de faire sortir de la servitude leurs frères et sœurs. Mais qu'est-ce que ça représentait, ces 30%? Les 30%, ils avaient peut-être 1 ou 2 personnes dites esclaves qu'ils avaient enlevées sous les chaînes. Et effectivement, au moment où on indemnise, on les indemnise parce qu'ils avaient donné à leurs frères ce genre de statut pour les libérer quelque part. Mais quand on voit que 80% des autres qui ont bénéficié avaient plus de 200 esclaves, il faut se poser la question qu'Eddie Demota met souvent en avant, à qui profitait le crime. Marie Guadeloupe, présidente du MIR Guadeloupe, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce grand direct.